Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Comme tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 9h20 sur notre antenne. La première escale est consacrée au kiosque. On va découvrir ensemble ce que nous proposent les journaux ce matin. La nouvelle expression d'abord, essaie de voir de mémoire en sa grande une. Il y a 68 ans, les événements de mai 1955, c'est le titre qui bat la grande une du quotidien La Nouvelle Expression. Du 22 au 30 mai 1955, des scènes de violence émaillent la scène politique nationale et singulièrement en pays Bamileke et Bassa, principaux bastions de l'Union des populations du Cameroun. La Nouvelle Expression initie une série jusqu'au 30 mai sur ces moments historiques du combat des héros de l'indépendance du Cameroun. Ici, la fabuleuse histoire d'un résistant de cette époque. Il s'agit donc de Ruben Oumniobé, à retrouver dans ces combats dans les colonnes de La Nouvelle Expression de ce matin. À la une du quotidien Le Messager de ce mardi, discours de haine, le temps de la répression, titre Le Messager de ce jour. Face à l'escalade observée dans les médias et sur l'espace public, le ministre de l'administration territoriale agite le bâton et annonce des sanctions judiciaires contre les instigateurs. Vous aurez d'autres précisions en pages 6 et 7 du journal Le Messager. À la une du quotidien Le Jour, à Tangandi, annonce la guerre contre les discours de haine. Le ministre de l'administration territoriale promet l'application des dispositions de la loi réprimant les discours de tribalisme. Développement en page 3 du quotidien Le Jour. À la une de Cameroun Tribune, tribalisme, discours de haine et xénophobie. Non, titre le quotidien bilingue gouvernemental. À la une du journal Sans détour, discours de haine, le MINAT annonce des mesures de répression draconiennes. L'hebdomadaire Sans détour nous dit que dans un communiqué radio-presse rendu public le 22 mai, le ministre de l'administration territoriale monte au créneau et dévoile le plan Marshall du gouvernement contre les discours haineux à travers les médias. Le gouvernement de la République entend mettre fin sans délai à ces comportements déviants, Martel Paul Tangandi. D'ores et déjà, les autorités administratives ont été instruites pour prendre des mesures conservatoires contre les contrevenants. D'autres détails dans les colonnes du journal Sans détour. À la une de mutation de ce matin, centre des urgences de Yaoundé, les urgences du personnel, titre mutation, sans statut ni salaire depuis des mois, des employés du centre des urgences de Yaoundé ont manifesté hier devant cette formation sanitaire. Vous aurez d'autres précisions sur ce mouvement d'humeur en page 7 du journal Mutation. Économie du Cameroun a donné la parole au docteur Richard Macon, l'universitaire, qui dit que le conseil d'administration du GICAM est opportunément transformé en une chambre d'acclamation. La tempête née de la fusion du groupement interpatronal du Cameroun GICAM et entreprise de Cameroun ECAM est loin de retomber. Dans cet entretien, l'universitaire se dit étonné de constater que ce projet n'ait pas encore été sanctionné jusqu'ici. Vous aurez d'autres détails donc dans les colonnes du journal Économie du Cameroun. Le jeune enquêteur s'intéresse au scandale des 90 titres fonciers annulés dans l'ONCAM. Le ministre Eyebe Aïssi tue l'économie camerounaise, titre le jeune enquêteur. Alors qu'on n'a pas fini d'essuyer les larmes des victimes de Dikolo Bali, voici que le ministre Eyebe Aïssi vient de créer une autre affaire du côté de Yabassi avec 90 titres fonciers annulés. Les conséquences sont graves. Et l'on annonce encore un autre scandale à Logbesu PK14 où le même MINCAF veut immatriculer un espace de 502 hectares à une seule personne. Des documents exclusifs à vous donner du tournis à retrouver dans les colonnes du jeune enquêteur. Économique s'intéresse à l'alimentation en eau potable à Yaoundé et Lundu et Somba arrose la capitale avec 300 000 m3 d'eau supplémentaire, titre Vision économique. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir de la Sanaga, lancé en 2017 par le ministère de l'eau et de l'énergie. Tutelle technique de la Kamwata viendra résoudre de façon durable le déficit d'approvisionnement en eau dans la capitale politique du Cameroun. L'économie quotidienne s'intéresse à la gestion pétrolière, ce qui change avec l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad, titre donc l'économie quotidienne. Vous aurez d'autres précisions à l'intérieur de ce journal. Et puis le journal satirique Le Popoli est en kiosque et s'intéresse à la gérontocratie résistante, l'exploit au quotidien, titre Le Popoli. En illustration, le président de l'Assemblée nationale, c'est la forme que tu veux voir. Le président Paul Biya de retorquer. En tout cas, on est plus en forme que
le Cameroun. Voilà, avec cette note satirique que nous mettons un thème à cette première partie consacrée au kiosque. À présent, on accueille nos invités pour débattre de l'actualité. Rodrigue Tchokwa, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga et bonjour à nos très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de Equinox Télévision, qui sont certainement nombreux à nous regarder ce matin. Hervé Villandélé, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à Rodrigue Tchokwa. Permettez-moi de commencer ce matin par ce coup de gueule. Vous savez, aujourd'hui on parle de la montée du discours de haine certainement et de la xénophobie, du tribalisme. Vous voulez anticiper, on va en parler. Oui, j'anticipe parce que je viens de vivre une scène très... qu'il faut que je critique. Les agents de la mairie d'arrondissement de Douala 1er, qui ont pour charge de contrôler les compteurs de moto-taxi, ne font pas effectivement le travail. Ce sont des petits arnaqueurs par groupuscule. Dès qu'on attrape un compteur de moto, dès qu'il peut négocier, on peut le dépouiller. Et non seulement la manière d'intervention est critiquable. On ne peut pas arrêter une moto qui roule avec des passagers derrière. On risque de les renverser. Ils s'en foutent carrément. Dès qu'on prend un basculaire qui n'a pas porté son chasuble, même s'il est inchasuble, ça ne les intéresse pas. Ils vous disent seulement qu'il n'a pas porté votre chasuble et directement vous êtes coupable de sanction. Alors que leur rôle, c'est d'abord d'éduquer, il faut le rappeler. Parce qu'il faut suffisamment éduquer les conducteurs de moto-taxi dans la ville de Douala pour qu'ils aient un comportement responsable. Mais les gars se concentrent tout simplement de les dépouiller. Dès que vous imposez un montant, vous allez donner un coup de nom, vous laissez partir. Toutes les motos, vous voyez qu'on a saisi, c'est parce que les gars ont dit non, pas l'argent le montant d'argent que vous demandez. C'est un comportement que moi je dénonce avec la dernière énergie parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on est en train de prêcher l'unisson. On prêche l'amour, on prêche le vivre ensemble et que des Camerounais se comportent comme se comportent là. Vraiment, je pense que c'est un comportement à décrier. Il n'y a pas que le chef d'État ne va pas laisser son poste à Yaoundé pour venir gérer tout ça. Il n'y a que les Camerounais doivent eux-mêmes faire le travail, chacun au niveau où il se trouve pour que le Cameroun sauvegarde le semblant de paix qu'on a encore. Au contraire, si au nom de la colère ça dégénère, je vous rassure que ça va voler en vrille et c'est nous tous qui allons perdre. Donc vraiment, je profite de cette occasion pour les sensibiliser, pour les dire vraiment ce que moi j'ai vécu. Je pense que l'ambassadeur l'a vécu aussi. La semaine dernière, il a dénoncé lors de son émission. Je reviens là-dessus pour dire, monsieur le maire d'arrondissement de la commune de Douala 1er, vraiment, il faut recadrer vos troupes, recadrer-les. Rappelez leur mission. Ce n'est pas d'aller arnaquer les compteurs de moto sur la route. Et c'est pourquoi vous allez voir de temps en temps, on a toujours assisté au mouvement des grèves de compteurs de moto parce que des comportements comme ceux-là ne sont pas des comportements à apprécier. Il faut dire à la suite, juste pour ajouter, pour mettre du doigt à son moulin, donc par rapport aux agents communaux, il faut dire que ces agents-là, pour qu'ils soient éduqués, les gens, il faut qu'eux-mêmes soient éduqués. Donc le travail qu'ils ont tous à faire, il faut qu'ils passent, on doit former ces agents. Vous imaginez des gens qui se mettent les poches et même au lieu que le service qui soit appelé à rendre. Au lieu même que les sanctions, du moins les sanctions infligées aux conducteurs de moto qui ne sont pas organisées, bien qu'ils ne respectent pas un certain nombre de réglementations, doivent profiter à la caisse de la commune. Mais les gars, avant de partir de là, se sont déjà payés sur le dos de la commune. Et après, on va vous dire que les centimes additionnels, on va vous dire que les recettes sont devenues rares, les recettes ne les voient pas parce que les gars se remplissent les poches sur le terrain. On va compris, cher monsieur, pour votre coup de gueule. C'est vrai que c'est des sujets qui intéressent la presse, mais ce qui a intéressé davantage la presse ce matin, c'est la sortie musclée, on va le dire ainsi, du ministre Paul Atangandi en charge de l'administration territoriale, quelques jours après leur rencontre conjointe avec dans le ministre de la Communication et donc l'ancien Premier ministre, Mafani Moussonga, en charge donc de la promotion de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du patriotisme, dont les journaux en parlent ce matin. Le Messager, par exemple, qui nous dit que le temps de la répression, Rodrigue Tchokwa, alors là, on passe à la vitesse supérieure. Non, disons que la phase de sensibilisation, maintenant le ministre va frapper fort. Mais il faut dire que la sortie du ministre de l'administration territoriale pose quelques soucis. Déjà, le temps de la répression, qui est-ce qu'il faut réprimer? Est-ce les citoyens? Est-ce ceux qui sont dans les réseaux sociaux? Est-ce les intervenants dans les médias? Je crois que nous avons tous lu sa sortie. Mais c'est tout ce beau monde-là. Quand on écoute le ministre de l'administration territoriale, encore le mais seulement dans sa sortie, il dit spécialement, il a fait une fixation sur les médias. Alors, c'est pour ça que je voulais dire que sa sortie pose quand même quelques soucis, parce que nous avons pour patron un ministre de la Communication qui devrait recadrer les médias dans ce sens, dans le cadre
ces émissions qui accueillent les invités qui font la promotion des discours de haine. Nous avons donc un ministre de la communication qui, justement, et en dehors de ça, il faut dire que la sortie, ils ont fait une sortie conjointe, c'était le 17 mai dernier, avec le président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Il était question, selon les interventions du ministre Emmanuel Sadi, qu'on entrait dans une phase de sensibilisation, d'éducation et de communication. Mais on ne comprend pas que seulement 5 jours après que le ministre Atan Gandhi fait une sortie pour dire que alors là, la récréation est terminée, il est prêt à fermer, il est prêt à sévir, donc lancer, traire en justice les personnes qui seront coupables de discours haineux. Je dis que on n'a pas suffisamment eu le temps pour cette sensibilisation, justement, parce que voyez-vous, du 17 mai au 22 mai, ce n'est que 5 jours. On a pris combien de temps pour sensibilisation les populations, les masses, à ce fléau qui gangrène, que nous savons tous gangrène la société. Bon, en même temps, la sensibilisation n'a pas commencé le 17 mai. Mais c'est vrai que le discours était un peu plus tempéré que depuis la sortie d'hier. Le discours est tempéré, certes, mais je dis tout simplement que la sortie du ministre est quelque peu c'est alambiqué. Eh bien, Villan Dile, le gouvernement a été si patient que cela, c'est le temps de la répression. Il faut mettre fin à cette récréation-là. Let me first to say good morning to my brother of the Anglophone zone. I know that there are many who are listening to us. I did not forget them. Just that this morning I was very angry about what I saw where I was coming here. Concernant le discours de haine, il faut quand même dire qu'il faut frapper. Je pense qu'on a trop tardé. Contrairement à d'autres qui pensent qu'il faut continuer à sensibiliser. Donc je pense que la sensibilisation... c'est un penseur qui disait « l'homme n'est bon, la société le corrompt ». Ça veut dire que les gènes du mal et du bien sont inscrits à nous dès qu'on est. Nous savons tous ce qu'on fait. Et ceux qui se cachent derrière leur téléphone ou bien le clavier de leur machine pour attiser la haine au Cameroun savent exactement ce qu'ils font. Ce sont pas, quand vous parlez de sensibilisation, moi je dis on va sensibiliser qui exactement. Et je pense que le rôle, vous savez, la meilleure sensibilisation, c'est aussi la sanction. Parce que quand on sanctionne, ça permet aux autres de comprendre que monsieur, il faudra revoir votre comportement parce qu'on ne va pas passer tout le temps à sensibiliser. Vous savez, la loi dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi dit également que si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas de la faute de la loi, si vous ne connaissez pas la loi. Vous devez chercher à connaître la loi, vous devez être informé et sensibilisé sur la question. Et quand vous regardez comment notre société est en train de se dégrader de manière progressive, si vous n'êtes pas inquiet, vraiment, c'est peut-être parce que vous n'aimez pas le pays dans lequel nous nous trouvons. Nous avons déjà perdu beaucoup de parties de ce pays. Pas parce que c'est parti, mais parce qu'il est difficile de vivre comme il vivait avant, de manière paisible. À cause de la guerre, à cause du fait que les gens aient créé des haines tribales et continuent à l'animer. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comment des gens commencent à déclarer déclarer la guerre à des ethnies du Cameroun. On ne sait au nom de quoi, on ne sait au nom de qui. Pourtant, les Camerounais vivent les mêmes problèmes partout où ils se trouvent. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils ont de la peine à gagner leur vie. Chacun se bat comme il peut pour pouvoir survivre. Parce qu'il faut rappeler qu'au Cameroun, de manière générale, nous ne vivons pas, nous survivons. On va accuser le gouvernement, mais également, c'est également dû à notre fait. Et de pas nos comportements. Je viens de décrire un comportement qui pourrait facilement, qui vient attiser la haine, qui vient attiser les instincts de conflit. Pourtant, on est dans un climat qui peut exploser, où on doit être tout simplement tempéré. Et je pense que la sortie du MINAD, qu'on peut encore qualifier ici, selon les autres expressions du ministre de l'Intérieur, c'est pour dire aux uns aux autres, monsieur, il ne faut pas franchir, on a atteint le seuil, il ne faudra pas franchir. Et tous ceux-là qui se cachent derrière le clavier, tous ceux-là qui veulent utiliser des mots pour détruire. Vous savez, avant la sortie du MINAD, ou bien de cette réunion conjointe, nous avons reçu dans la ville de Douala le vice... le docteur Dieudonné Momo, qui est ministre délégué à la justice, garde des Sceaux, il a participé à une cérémonie organisée par les chefs Sawa à la veille d'Afrique d'unité, toujours
pour veiller à ce que le Cameroun, que le discours des haines qui se multiplient et les haines puissent disparaître, pour créer le climat d'unité. Il faisait effectivement comprendre qu'il faut sanctionner, et c'est parce qu'on ne sanctionne pas suffisamment qu'on assiste à cette dérive. Et sur ce plateau, à un temps, nous avons reconnu qu'au Cameroun, on ne sanctionne pas suffisamment à tous les niveaux. Notamment sur le plan de la corruption, on ne sanctionne pas suffisamment. Notamment sur le plan des détournements de fonds, on ne sanctionne pas suffisamment. C'est pourquoi les faits, comme décrit au quotidien, se multiplient. Donc, monsieur, souffrez, quand on frappe du poing sur la table pour dire, au moins, on veut sauver quelque chose qui est important à nous tous. Parce que si le Cameroun n'est pas, nous ne serons plus. Vous dites quoi, il y a des dispositions quand même du code pénal de juillet 2016, justement, qui ont été rappelées par le ministre de l'administration territoriale, et on doit frapper du poing sur la table. Il y a des peines d'emprisonnement, il y a même des peines pécuniaires de 300 000 à 3 millions de francs CFA. C'est le quotidien Le Jour qui rappelle d'ailleurs cette disposition-là à sa une de manière globale. Est-ce qu'on est dans des mesures draconiennes, comme le dit un journal ce matin, par exemple, sans détour? Disons que ces peines sont connues, c'est dans notre dispositif législatif, c'est dans le code pénal, c'est connu. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il faut commencer à sanctionner, alors que les discours haineux se tiennent depuis plusieurs années, avec le tribalisme, tout ça. Il est même en porte-à-faux. Le ministre Tangandi est en porte-à-faux avec le ministre de la Communication, qui a dit qu'il y aura un temps pour la sensibilisation, la communication. Mais seulement 6 jours après, Tangandi sort pour dire qu'il va commencer à sévir. Cela pose quand même quelques soucis sous le plan de la forme de sa sortie. Je ne suis pas, je suis pas, c'est pas que je suis totalement contre. Nous savons que les discours. Non, je vous remercie juste pour que vous argumentez. J'étais sur la forme. Maintenant, nous savons que les discours haineux, c'est un problème au Cameroun. Et nous savons également que cela est né parce que si on ne fait pas un véritable diagnostic de ce problème, le gouvernement a beau faire ses sorties pour dire qu'on va commencer à punir, mais mon souci c'est que si nous ne faisons pas le véritable diagnostic du problème, d'où vient le problème des discours haineux? Si le pouvoir lui-même ne fait pas le véritable diagnostic, où est-ce que cela vient? Parce que avant de commencer à sanctionner, le pouvoir doit pouvoir faire son introspection. Parce que, voyez-vous, des gens font des revendications, ils sont obligés, dans le cadre, des gens se plaignent. Et dans le cas des revendications, il arrive que des personnes tiennent des propos qui ne sont pas à rasséréner l'unité nationale. Donc il va falloir que le pouvoir lui-même, avant de commencer parce qu'il n'est pas question ici de prendre des personnes et les jeter à la vindicte populaire, ou bien de prendre des gens, de les emprisonner. Il faut déjà commencer par sensibiliser, comme je le disais tantôt. Et puis, voyez-vous même, posons-nous la question, d'où vient ce problème de tribalisme? Est-ce que ce problème, les germes, le pouvoir lui-même ne recèle pas les germes de ce phénomène en lui-même? Parce que posons-nous des tas de questions dans ce sens-là. Le pouvoir doit pouvoir faire le diagnostic, un véritable diagnostic, avant de commencer à sanctionner les uns et les autres. On est tous d'accord que les discours haineux, le tribalisme, c'est un véritable fléau dans notre société. Mais si nous ne faisons pas le diagnostic qu'il faut, nous risquons de passer à côté. Et puis, des gens qui naturellement se plaignent de la malgouvernance, tiennent des propos ci ou ça, soient interpellés, on va dire que bon voilà, on va saisir les gens et ils seront considérés comme des boucs émissaires, que voilà, on a saisi des gens. Donc le diagnostic doit être profond au sein du régime, parce que voyez-vous, il y a un système de gouvernance qui a été mis en place depuis plus de 40 ans et nous savons effectivement que il y a un problème de tribalisme même au sein des nominations, les recrutements dans les concours administratifs, les nominations dans les gouvernements, tout ça là, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème tribaliste qu'il faut traiter au fond.
Ce n'est pas qu'il faut aller saisir, prendre des gens qui interviennent parce qu'ils ont des récriminations, ils ont des soucis, ils s'expriment. Les gens expriment leur frustration. Les gens expriment leur frustration. Et dans le cadre de l'expression de ces frustrations, cela peut amener à tout genre de propos. Mais toute proportion gardée, nous devons retenir que les discours de haine, c'est un problème. Et je crois que les dispositions du code pénal sont là, c'est assez clair, est puni d'une peine d'emprisonnement. Je crois que c'est l'article 241, alinéa 1 du code pénal qui dispose que est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions. Toute personne, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine, procède aux incitations à la violence contre les personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. Et l'article 2 poursuit, va plus loin en disant que lorsque les auteurs de ces propos sont soit des hommes politiques, des journalistes, des hommes des médias, des responsables d'ONG ou d'autorités politiques ou d'autorités religieuses, ces peines d'emprisonnement que je viens de citer là sont doublées. Et il n'y a pas possibilité d'avoir des circonstances atténuantes. D'accord, Rodrigue Tchokwa. Alors, Hervé Villan dit rien que sur la base simplement du respect de ces dispositions légales-là, est-ce que nous sommes dans des mesures draconiennes, par exemple, comme l'a titré Sans Détour ce matin? Draconienne, je ne pense pas. Parce qu'en réalité, la loi a été faite, a été adoptée. Vous avez un État, une société régulée par ces lois. Et cette loi a été promulguée et tous les Camerounais doivent en être conscients de l'existence d'une telle loi pour pouvoir réguler leur comportement. Pourquoi les lois sont faites, il faut le rappeler sur ce plateau sans être juriste, je me dis qu'il y a quand même quelques bribes de droit dans sa formation universitaire. C'est pour réguler la société, c'est pour permettre que les uns et les autres vivent dans la même société en respectant la liberté, même si, comme le dit, la liberté des uns commence à vous s'arrêter que celle des autres. Je pense que dans ce carnaval, c'est pourquoi on peut vivre en paix. Et si on voit notre société aujourd'hui se dégrader, se morceler progressivement, c'est parce qu'un ensemble de lois régulant notre société n'est plus respecté. Et nous devrions tous les jours qui sont invités sur ce plateau à rappeler le respect des textes que Cameroun a ratifiés, le respect des textes que Cameroun a promulgués et qu'on laisse parfois passer parce qu'on veut protéger un tel ou un autre. Justement, parce que... Un tel ou un autre. Vous voyez un peu. Donc voilà un ensemble de choses. Et c'est bien qu'on revienne à l'orthodoxie, c'est bien qu'on revienne à la loi, parce que si on applique la loi, chacun va réguler son comportement. Il faut rappeler que les hommes sont de nature, aiment contourner les lois. Il faudrait tout simplement qu'on veille au respect de ces lois pour que les Camerounais se sentent heureux chez eux, se sentent libres chez eux, se sentent à mesure de vivre partout où ils veulent comme le demande la Constitution. C'est en ce sens-là qu'au moins nous pouvons dire qu'il ne faut pas seulement rester sur les déclarations, sur des grosses sorties, des affirmations et après on ne reverra rien. Je voulais rappeler sur ce plateau que, Rodrigue parlait de sensibilisation, mais je peux vous rappeler sur ce plateau qu'il y a une organisation, la société civile, Un Monde Avenir, qui depuis 3 ans fait un travail de sensibilisation sur les discours haineux et avait sorti un journal de discours haineux, fait la classification au Cameroun des personnes qui tiennent les discours haineux. On fait le hit par rapport, on dit que voilà pendant ces mois-ci qu'on puisse utiliser le discours haineux. On se pose bien la question de savoir, est-ce notre gouvernement qui veille à la sécurité des biens et des vies des Camerounais est au courant de ça? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour amplifier un tel travail? Parce qu'on parle de sensibilisation, mais il faudrait saisir des opportunités comme celle-là. Pourquoi pas? Pour étendre la chose. Le champ d'action sur tout le terrain national. Parce que si nos prisons sont pleines, qui va encore servir le Cameroun? Déjà, quand vous êtes en prison, vous êtes une charge pour l'État du Cameroun. Vous avez besoin d'être nourri, vous avez besoin d'être soigné. Et quand on sait que nos prisons sont déjà pleines, il est difficile comment d'y mettre le Cameroun. Donc peut-être que il faut davantage axer l'accent sur la sensibilisation, mais en punissant, peut-être orienter les peines. Parce que là, il ne faudrait pas qu'on continue dans ce sens-là. Sinon, le Cameroun va aller en déflagration. Parce qu'il faut dire sur les réseaux sociaux, c'est très dur, c'est très tendu. Il faudrait apaiser ça. Et vous savez, Rodrigue a évoqué les nominations et autres. Je vais vous dire, l'équipe nationale du Cameroun qui nous a permis au Cameroun de rêver en 90 était constituée à majorité des joueurs d'une tribu, les Bassa. Ça n'a pas empêché
Mais sauf que... Permettez. Non, je suis dans cette équipe. Nous remportait la victoire. C'est ça le fond du problème. N'avez pas laissé finir avec son argumentaire. Je suis même très content que tu abordes cet aspect-là. Allez-y, rapidement. C'était comme ça à m'ajouter des joueurs d'origine Bassa, sauf que c'était des gars qui étaient compétents. Aujourd'hui, on vous présente cette équipe comme l'une des meilleures que Cameroun ait reçue. Ils nous ramenaient la victoire. Parce qu'ils nous ramenaient, Ils ont fait vibrer, ils ont fait flamber le drapeau du Cameroun, ils ont fait connaître le Cameroun sur le plan international, de par leur prouesse. Et les nominations qui ont des connotations tribales ne devraient pas être des problèmes si les personnes choisies pour accomplir les missions pour lesquelles ils ont été désignés nous apportaient les résultats. C'est pourquoi donc en termes d'appel pour les responsables, pour l'État ou le gouvernement qui nomme des gens, vraiment, il faudrait qu'on continue à faire les nominations par compétence et non pas par affinité. Parce que par l'origine, des frustrations se manifestent, bien sûr. C'est en quelque sorte ça. Et je vais vous rappeler que vous savez que au Cameroun, on dit rapidement. Vous savez qu'effectivement, qu'on parle d'équilibre régional dans un pays comme le Cameroun qui se veut émergent. Est-ce que il faudrait qu'on revoie cette manière de gouverner notre pays? Est-ce qu'en se basant sur l'équilibre régional, on réussit vraiment à atteindre comment on dit ça? Est-ce qu'on réussit à obtenir les valeurs qu'on veut? Est-ce qu'on réussit à atteindre les résultats? Est-ce que l'équilibre régional permet d'obtenir les résultats? C'est ça qu'il faudrait questionner. Parce qu'il faut seulement contenter déjà avec la nomination et que le Cameroun reste dans le trou dans lequel il est. Vraiment, ça ne nous sert pas. On veut être un pays qui se développe. Et donc, moi, je m'en fous de savoir qui gère le Cameroun, de quelle sorte. C'est entendu. On va sortir de ce sujet parce que c'est vrai que le sujet a pris. Il a évoqué tout à l'heure les résultats des enquêtes fact-checking que publie l'ONG Un Monde à Venir pratiquement chaque mois. Je crois que ces résultats de ces enquêtes sont publiés et c'est connu de tout le monde. Là-dedans, il y a les top 5 et les top 10 de ceux qui tiennent les discours haineux dans les réseaux sociaux. Ces enquêtes sont disponibles si vous consultez les sites de Un Monde à Venir. Et parmi ceux-là, parmi les auteurs, il y a les pontes du régime, c'est-à-dire que des membres du pouvoir en place. Vous l'avez dit, Rodrigue, sortons de ce sujet, laissons simplement le soin aux lecteurs de se procurer ces 10 éditions de journaux qui reviennent sur cette déclaration du ministre pour la Tanganyika relativement à cette guerre contre les discours de haine. Le sujet occupait la plupart des tabloïds, mais on a laissé de la place également pour d'autres sujets d'actualité, notamment Mutation qui est revenu sur ce mouvement d'humeur au centre des urgences de Yaoundé. Je voudrais qu'on en parle ce matin. Les urgences du personnel, rapidement, Hervé Villa-Ndélé. C'est personnel-là qui revendique plusieurs choses, le statut déjà, et même le salaire depuis plusieurs mois. Mais vous savez, c'est quand même incompréhensible pour des personnels qui évoluent dans un secteur sensible. Oui, sur ce plateau, je pense qu'on va tout simplement se répéter parce qu'on a toujours dit, les secteurs névralgiques d'un pays où on devait davantage investir, c'est l'éducation, c'est la santé. Mais il y a l'année passée, l'année surpassée, on a vu des mouvements OTS. Et bien avant, il y avait des revendications du SINES à l'université et autres. Pour vous dire que ce sont des secteurs qui souffrent. Parlant de la santé, il n'y a pas que les sages-femmes aussi se sont plaints, les médecins se sont plaints, les infirmiers se sont plaints et se plaignent. Mais comme leur rôle c'est de protéger la vie, ils ont signé, prêté le serment d'Hippocrate. Ils se disent, ok, vraiment au nom de la vie que nous sauvons, travaillons encore. Mais sauf qu'on ne peut pas travailler quand on a faim. On ne peut pas travailler quand on n'est pas dans de meilleures conditions. Est-ce qu'on va rendre le meilleur travail? C'est cela qu'il faudrait que l'État, qui utilise beaucoup d'argent dans son fonctionnement, devait penser qu'il doit sauver des poches, des secteurs clés d'une nation. C'est la santé, c'est l'éducation. C'est là où on devait investir. Mais vous avez constaté que ces derniers temps, le plus gros budget, c'est le budget de l'armée. C'est vrai qu'on m'a dit qu'on a un insécurité sur le plan au nord-ouest, au sud-ouest, et également à l'extrême nord. C'est vrai peut-être, mais il faut également penser qu'on devait également sauver ces secteurs-là parce que même quand il y a des blessures de ton côté-là, on vient soigner dans le domaine de la santé. Et que même des gens qui vont aller au fond sur les Camerounais qu'on doit former, avoir une tête bien faite. Et c'est dans le secteur de l'éducation qu'on fait. Donc on devrait jubiler pour essayer de voir. Lors d'une sortie, lors d'une rencontre organisée, c'était ici à Douala, où il fallait revoir, n'est-ce pas, le financement du secteur d'éducation, notamment le secteur professionnel, on s'est rappelé que moins de 1% du budget de l'État est consacré à la formation des Camerounais dans le secteur professionnel.
Vous comprenez donc, c'est pourquoi nous, ces techniques n'ont rien, comme presque rien au niveau de matériel de formation. Donc ça pour dire que l'État du Cameroun devrait revoir le budget au niveau du ministère de la Santé. Devrait revoir les conditions de ceux-là qui ont pour la charge de veiller sur la santé des Camerounais. Pour qu'ils soient logés au moins à la bonne enseigne. Sinon, à quoi va servir un Camerounais qui est malade? Même au niveau du rendement, que ce soit sur le plan professionnel, il ne va rien apporter. Parce que s'il n'est pas en bonne santé, il ne pourra pas travailler, un chef de famille ne pourra pas travailler pour nourrir sa famille. Vous voyez ce que ça va devenir. Donc, j'espère que le cri de guerre, l'appel ce matin, c'est que ce secteur-là, que l'État du Cameroun s'y penche. On va revoir le budget à la hausse pour la prochaine année. Il faut repenser des budgets et revoir les conditions pour que nos médecins, nos infirmiers, nos sages-femmes, tout cela puisse être dans des conditions les plus... D'accord. Redire quoi? Des revendications légitimes qu'on devrait comprendre, de moi accorder une oreille attentive. Il n'y a rien, il n'y a pas de débat. Pour ceux qui sont chargés des urgences dans un hôpital. Ce qui emmerde, c'est qu'on est embêté de voir ces images des professionnels de la santé qui grèvent, qui sont assis carrément dans la rue, montrent avec des campardes, des pancartes, des gens qui sont en charge de notre santé au quotidien. C'est pas bonne image. Ça peut faire peur aux patients. Oui, bien sûr, ça peut faire peur aux patients. Vous pensez qu'un patient qui veut vraiment aller se faire soigner devant un centre hospitalier comme celui-là, c'est quoi le centre? Curie, centre des urgences et des réanimations. Vous voyez que... Ils sont contents d'y aller. Eh bien, ils ne seront pas contents d'y aller. Dans quelles conditions psychologiques pour pouvoir lui prendre en charge? Voilà, c'est des affaires comme ça qui nous font dire chaque jour que voilà, on est dans un système de gouvernance qui ne tient pas, qui pose d'énormes problèmes. Déjà que, vous voyez, nous sommes ici, nous sommes en pleine télévision, nous savons qu'il n'y a pas d'énergie. Mais la télévision fonctionne, le groupe. Est-ce que c'est normal dans un pays comme celui-ci qui a des sources, qui a des potentiels? Donc, pour revenir au problème du personnel de santé qui grève, je crois qu'ils l'ont annoncé, ils ont annoncé la grève. Mais pourquoi, malgré tout ce qui a été fait pour dire que voilà, nous allons entrer en grève, rien n'a été fait pour ramener la sérénité entre leurs rangs. On attend jusqu'à ce qu'ils grèvent pour... maintenant, on va venir faire un colmatage de brèche comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire organiser une réunion de concertation pour trouver des solutions qui ne seront jamais définitives. Nous savons ce qui s'est passé avec la grève des OTA, OTS, CK jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? Ça n'a pas trouvé de solution définitive. Bien sûr. Voilà, d'autres éléments, donc d'autres détails sur cette actualité-là retrouvés dans le quotidien Mutation en kiosque ce jour. Sortons rapidement avec la une de la nouvelle expression. Hervé Villandilé, devoir de mémoire, comme le journal a l'habitude de nous en servir. Il y a 68 ans, les événements de mai 1955. Rapidement, un mot, pourquoi c'est important de rappeler ces événements? Vous savez, un peuple ne vit pas sans son histoire. L'histoire permet d'améliorer le futur. Il faudrait tout le temps rappeler aux Camerounais ce qui s'est passé. Pour qu'ils essaient de voir où va le Cameroun. Est-ce que le sacrifice fait depuis 1957 a profité à l'État du Cameroun aujourd'hui? Vous voyez, et quand on essaie de commencer à déterrer toutes ces archives, toutes ces histoires, c'est pour informer les Camerounais, pour sachez, voilà ce qui s'est passé chez vous. Vous n'aurez jamais ça. Un peuple d'apprendre son histoire pour améliorer son futur. Donc c'est l'intérêt d'une telle expression ce matin. Et j'espère que ceux qui nous lisent... Vous annoncez une série, ça c'est le premier numéro d'une série. Oui, c'est une série. Qui ira jusqu'au 30 mai. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le premier, d'ailleurs, vous parlez de Ruben Oumniobé, qui incarne celui nationaliste là, de l'époque. Vous savez, ce n'est pas un hasard. On est dans un état où les choses ne sont pas faites comme ça devrait se faire de la plus belle des manières pour l'intérêt des Camerounais. Mais on vous rappelle l'histoire où que les Camerounais ont sacrifié leur vie pour cette nation. Il faudrait au moins respecter, par devoir de mémoire, respecter ces vies. Au moins, en honorant leur mémoire, en faisant au moins pourquoi ils sont morts. Sont-ils morts pour rien? Non, ils sont morts pour l'indépendance. Et dans la série, on va publier tous les actes qu'eux ont posés pour amener le Cameroun à être indépendant. Parce qu'il faut commencer à dire que ce sont les guerres d'indépendance qu'on a à partir de 1957. Les revendications. Et on en a tué, on en a sacrifié à pays Bassa, à pays Bassa, et un peu partout. Donc ça veut dire que la nouvelle expression ne fait pas au hasard. Ça veut dire que monsieur, les gens sont morts. Réveillez-vous. Regardez la marche vers où nous allons. Est-ce que c'est l'État que nous avons, l'indépendance du Cameroun, le Cameroun qui a été pensé par ses pères hier, que nous avons aujourd'hui?
Pourquoi on n'y est pas? Est-ce que ceux-là qui sont morts en martyr sont honorés? Il faudrait rappeler l'histoire, il faudrait déterrer pour réorienter, pourquoi pas, pour permettre à ceux-là qui ont oublié un temps soit peu que les gens sont morts, de revoir le système de gouvernance, de revoir les manières de faire. Et peut-être quoi, inspirer nos enfants aussi, parce que notre histoire, c'est une mission éducative aussi. C'est ce rôle de la presse. Notre histoire n'est pas suffisamment racontée à nos enfants. Et qu'elles sont racontées par nous, mais écrites par nous. Exactement. Redire, tu crois, pour sortir un mot sur ce devoir de mémoire. Nous sommes là en mai 1955, mais ça me rappelle qu'avant 1955, il y a avril 48. Voilà. Donc là où commencent les véritables, c'est-à-dire que la braise ardente. Quand la création de l'UPC. Oui, voilà, quand il y avait la création de l'UPC. La création de l'UPC. Donc voilà, c'est des circonstances dans lesquelles sont nées l'Union des populations du Cameroun. Et l'essentiel, c'est que on évoque ce genre d'histoire, c'est pour que nous puissions en tirer les leçons. Est-ce qu'on a tiré les leçons? Parce que voyez-vous, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui se sont battus pour la véritable indépendance du Cameroun, ils ont été mis de côté. C'est ceux qui n'ont pas demandé l'indépendance qui ont obtenu, à qui on a donné cette indépendance-là. Ce qui fait que cela nous appelle à penser la constitution du Cameroun. Est-ce que les Camerounais se sont assis pour refonder le pays? Parce que le pays que nous l'avons hérité de la colonisation. C'est terminé. On aura peut-être l'occasion de revenir, parce qu'on nous fait des grands gestes de l'autre côté. Que c'est terminé pour ce numéro de la revue des Grandes Unes. Retrouvez le journal en kiosque pour d'autres détails sur les événements de mai 1955. Allez, on va dire merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Lidou Poné, Zéphirin Gondi, Innocent Bega et Emos Fongo à la réalisation. Rendez-vous demain à 9h20. Mais restez sur notre antenne, juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.